Madame, Monsieur, bonjour. Je vous ai promis une vidéo un peu plus détaillée sur la traduction structurelle versus traduction idéale en ce qui concerne la traduction juridique. Bienvenue à ma chaîne et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la notification pour ne pas rater les prochaines communications que nous faisons dans le cadre de notre ouvrage de la sémantique à la traduction. Avant de commencer, avant de revenir sur l'exemple que j'ai donné à l'occasion de la courte vidéo que j'ai réalisée le matin, il faut comprendre que la théorie inférentielle de la traduction que je développe dans mon ouvrage de la sémantique à la traduction fonde philosophiquement l'approche sémantico-morphosyntaxique de la traduction. Et nous devons rappeler que, comme nous l'avons souligné dans d'autres vidéos, la différence entre les théories de la traduction et les approches de la traduction est que les théories de la traduction sont des cadres conceptuels qui définissent ce qu'est la traduction, c'est-à-dire les théories s'intéressent à la question de savoir qu'est-ce que traduire, alors que les approches se focalisent sur la manière de traduire, donc les approches répondent à la question comment traduire. Et nous avons souligné que les théories de la traduction fondent les approches de la traduction. Donc une théorie peut s'appuyer sur plusieurs approches pour qu'elle soit effective en traductologie. Alors, pour ce qui est de la théorie inférentielle, elle fonde philosophiquement l'approche sémantico-morphosyntaxique de la traduction. Et le principe définitoire de l'approche sémantico-morphosyntaxique de la traduction est que l'idée commande la forme, en d'autres termes, le sémantique prime sur le linguistique. Cela dit, la théorie inférentielle de la traduction, comme nous l'avons souligné, s'inspire de plusieurs doctrines sémantiques. Et nous aurons le temps de nous intéresser à certaines de ces doctrines et de vous démontrer dans quelle mesure ces doctrines sont liées à la traduction. En ce qui concerne la sémantique structurale, parce que nous avons dit que la théorie inférentielle s'appuie dans une certaine mesure sur la sémantique structurale de Algirda Julien Greimat et sur les travaux de mésosémantique de François Rastier, c'est-à-dire la sémantique interprétative, nous allons nous intéresser à donner des détails par rapport au lien qui existe entre la théorie inférentielle et ses doctrines sémantiques. En ce qui concerne la sémantique structurale de Algirda Julien Greimat, il est essentiel de comprendre que Greimat parle de la manifestation de la signification qui relève de deux niveaux d'interprétation, selon Greimat. Alors, Greimat, dans son ouvrage de 1966, Sémantique structurale, nous demande de nous intéresser à deux niveaux d'interprétation lorsque nous sommes en train de rechercher le sens. Alors, le premier niveau, c'est qu'il demande de vérifier ou alors d'insister sur les investissements sémiques réalisés au niveau des sémèmes. Ça, c'est un terme un peu plus technique. Pour être un peu plus simple, revenons à la grammaire traditionnelle. On sait qu'en grammaire traditionnelle, la phrase se compose du sujet et du prédicat. Le sujet étant l'instance agissante et le prédicat, ce qui est dit, c'est-à-dire les informations qui sont données concernant le sujet. Alors, il faut encore détailler lorsque Greimat parle de investissement sémique au niveau des sémèmes. Qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend que au niveau du prédicat qui est composé du groupe verbal avec tous ses composants, c'est-à-dire les différents compléments, il faut encore subdiviser, il faut être capable d'identifier ces compléments, d'identifier les syntagmes que génère le groupe verbal et d'identifier les sémèmes, c'est-à-dire les faisceaux de sens, c'est-à-dire les différentes significations qui se dégagent des différentes composantes de la phrase. C'est pourquoi il parle de investissement sémique au niveau des sémèmes. Donc, nous dirons de manière simple qu'il faut s'intéresser au sujet et au prédicat, sachant que le prédicat a généré des groupes, des syntagmes dont il faudra déterminer le sens. Ça, c'est le premier niveau d'interprétation que
Gréma nous recommande. Le second niveau d'interprétation que Gréma nous recommande, c'est de voir l'organisation des contenus investis au sein de ces CMM. Alors, c'est ici qu'intervient aussi François Rastier. Pourquoi? Parce que François Rastier, dans sa mésosémantique, notamment dans, je vais vous indiquer l'un de ses articles, l'activité sémantique dans la phrase, François Rastier dit que le mot prend son sens dans le syntagme prend son sens dans la phrase prend son sens dans la période prend son sens dans le texte prend son sens en relation avec d'autres textes et dans la pratique sociale. Ce qui signifie donc que lorsqu'on arrive au deuxième niveau d'analyse ou alors d'interprétation que nous recommande Gréma, à savoir l'organisation des contenus sémiques au niveau de la phrase, il faut comprendre que les unités linguistiques, c'est-à-dire les composants linguistiques, fonctionnent en coalescence. On dira qu'on parlera de coalescence sémantique. Et on pourra encore parler de synergie syntagmatique. Synergie, c'est-à-dire une harmonie, une solidarisation sémantique. C'est-à-dire que on associe les différents sens et on obtient le tout qui nous donne donc ce que Jemslev et Viggo Brandal dans l'école de Copenhague appellent la substance du contenu. C'est ça qu'il est important de retenir. Alors, pourquoi la traduction structurelle échoue? La traduction structurelle qui est de nature, parce qu'il faut distinguer la traduction lexicale et la traduction structurelle. La traduction lexicale, c'est cette traduction mot à mot qui copie les équivalences et les remet dans la langue cible, dans la langue d'arrivée. La traduction structurelle copie en même temps et les équivalents et les structures. Elle les remet dans la langue d'arrivée. Pourquoi la traduction structurelle échoue? La traduction structurelle échoue parce qu'elle fait abstraction de ces recommandations de Rastier qui estime que le sens, les unités linguistiques fonctionnent en fait, les unités linguistiques opèrent en cofonctionnement, c'est-à-dire en coalescence sémantique. C'est une synergie, on parle de synergie syntagmatique, c'est-à-dire l'harmonie sémantique entre les différents syntagmes du prédicat. Or, la traduction structurelle s'intéresse à l'identification des équivalences des différents composants linguistiques de la phrase qu'elle remet dans la langue d'arrivée. Donc, elle ne s'intéresse pas au cofonctionnement. C'est pourquoi elle échoue. Alors, pour être un peu plus pratique, nous avons pris l'exemple dans la courte vidéo de The agreement shall remain in full force and effect. La traduction structurelle, elle peut être produite par l'IA ou bien des humains qui ne sont pas conscients des recommandations de Rastier ou de Gréma. Alors, the agreement shall remain in full force and effect nous donne comme traduction structurelle, l'accord restera en pleine force et effet. Or, ça c'est une traduction structurelle qui n'est pas acceptable parce que elle est structurelle d'abord parce que shall remain a été traduit par restera. Effectivement, c'est le futur, mais c'est un futur qui ne correspond pas au futur parce que le shall en anglais, dans le cas des textes juridiques, est plutôt un shall qui traduit le devoir. Alors, il s'agit de traduire ici l'acte juridique qui doit rester en application. Et l'accord, on parle d'un accord qui doit rester en vigueur. Donc, la traduction idéale qui a été imposée, c'est-à-dire la théorie inférentielle qui s'appuie ou alors dont le bras séculier est la sémantico-morphosémantique de la traduction, génère donc une traduction idéale. Et cette traduction idéale veut qu'on insiste sur l'applicabilité de l'accord qui reste en vigueur. Voilà pourquoi on dira pour the agreement shall remain in full force and effect, nous n'allons pas compter les différents mots pour trouver leurs équivalences. On va prendre la substance du contenu d'après Viggo Brandal et Louis Jemslev. On dira donc, comme traduction structurelle, le présent accord demeure pleinement en vigueur. D'autres formulations peuvent être faites parce qu'il y a des formulations acceptables pourvu que ces formulations répondent à la question essentielle qui est l'applicabilité de l'accord. Un deuxième exemple, on dira par exemple, si dans l'exemple, you don't need to be a documented citizen to file a complaint. Ça, c'est une traduction que j'ai reçue à l'occasion des travaux de
Machine Translation Post-Editing, c'est-à-dire des travaux de post-édition que j'ai reçus d'un client, où il m'a donné un texte qui avait été travaillé par une machine de traduction automatique. Alors, la phrase c'était « You don't need to be a documented citizen to file a complaint ». Et la traduction que je devais post-éditer, c'était quoi? Vous n'avez pas besoin d'être un citoyen documenté pour déposer une plainte. Vous voyez que ça, c'est une traduction structurelle. Pourquoi? Parce que en anglais, on a dit a documented citizen. Alors, en français, on traduit par citoyen documenté, c'est-à-dire on reproduit une épithète, un adjectif en position d'épithète, sauf que, malheureusement, un citoyen documenté, jusqu'à preuve du contraire, ne veut rien dire en français. Un citoyen documenté ne veut rien dire en français. Donc, cette traduction, comme traduction structurelle, on a pour you don't need to be a documented citizen to file a complaint. La traduction structurelle, c'est vous n'avez pas besoin d'être un citoyen documenté pour déposer une plainte. Or, nous corrigeons cela en utilisant notre approche sémantico-morphosyntaxique qui est induite par la théorie inférentielle qui veut que le sens prime sur le linguistique parce que le premier postulat de notre théorie est que la traduction est un art de communication qui porte sur le contenu et non le contenant. Le contenu étant la substance du contenu, c'est-à-dire la quintessence du message sur le plan en termes de synergie syntagmatique ou de coalescence sémantique et le contenant étant, n'est-ce pas, l'enveloppe linguistique qu'on ne traduit pas. C'est le contenu qu'on traduit. Alors, comme contenu ici et comme traduction idéale, nous aurons pour You don't need to be a documented citizen to file a complaint. On dira, nul besoin d'être un citoyen en règle pour porter plainte. Donc, en gros, il faut comprendre que la théorie inférentielle de la traduction induit l'approche sémantico-morphosyntaxique de la traduction qui repose sur la morphosyntaxe raisonnée dont le principe définitoire ou le principe essentiel est que l'idée commande la forme, autrement dit, le sémantique prime sur le linguistique. Et il faut faire très attention. C'est pourquoi nous mettons en garde contre tout le monde qui est traducteur. Tout le monde est traducteur parce qu'il y a les outils d'intelligence artificielle et même les traducteurs formés abandonnent parfois leur réflexion pour s'appuyer sur la traduction proposée par l'intelligence artificielle, il faut faire très attention parce que l'intelligence artificielle n'a pas la capacité d'analyser l'énoncé en termes de composition du sens parce que le sens se compose, le sens se construit. Et il faut retenir que dans la construction du sens, en dehors des paramètres extra-linguistiques, lorsqu'on rentre uniquement dans le cas du contexte intra-énoncé, il faut comprendre que les unités linguistiques fonctionnent en coalescence, c'est-à-dire en synergie syntagmatique, en synergie sémantique, en osmose sémantique. Il s'agit de la somme des signifiés qui doit générer un énoncé, qui doit générer un message. Et c'est ce message-là qu'on appelle, c'est-à-dire c'est ce message qui est notre priorité et s'assurer que l'intention et le message sont en osmose. C'est ça qu'il faut donc traduire, comme nous l'avons démontré dans le cas de ces deux exemples. Je vous invite à laisser des commentaires si vous avez des observations. Nous apprenons chaque jour et nous aimerions avoir le feedback des traducteurs, des élèves traducteurs ainsi que des professeurs de traduction. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à laisser et à activer la notification. Pour ceux qui ont besoin de l'ouvrage s'intitule De la sémantique à la traduction, une approche sémantico-morphosyntaxique de la traduction. L'ouvrage est disponible sur Amazon et sur le site internet de l'éditeur Jet d'encre. Ceux qui ont besoin de me contacter, vous n'avez qu'à cliquer sur la description et vous aurez toutes les informations, toutes mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Merci.